Bonjour à tous. Dans quelques secondes, vous verrez notre entretien avec Bruno Guigues sur la guerre Israël-Iran. On parlera notamment de la politique étrangère de Trump et des souverainistes de droite qui pensaient, et qui pensent encore pour certains, que Trump c'est la paix et la souveraineté des nations. Donc ça va être très intéressant, restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Mais avant cela, une petite information. Donc grâce à vos premiers dons, on a commencé à acheter du matériel et notamment ce nouveau micro qui va nous permettre d'améliorer nettement la qualité de nos vidéos. Malheureusement pour cet entretien, on l'avait bien branché mais on l'a mal configuré dans le logiciel de Visio. Donc ça ne sera pas pour cette fois, mais pour les prochaines vidéos, on va l'utiliser. Pour cette vidéo, on vous remet les questions en description. De toute façon, la vidéo reste très audible. Merci encore pour votre soutien. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à nous soutenir financièrement. C'est très important dans le contexte actuel pour la bataille idéologique. Et en plus, les dons seront peut-être bientôt défiscalisables, donc on l'espère. Merci à tous et à très bientôt. Bonjour Bruno. Bonjour Yannick. Alors, on voulait faire un petit point avec toi aujourd'hui. Merci déjà de nous accorder un peu de temps. On voulait faire un petit point avec toi sur ce qui s'est passé entre Israël et l'Iran, donc cette guerre, cette fameuse guerre de 12 jours. Faire un peu un bilan maintenant que le cessez-le-feu semble durer un petit peu et revenir un peu sur les causes et les conséquences de ce conflit. Mhm. Je rappelle donc que tu es chercheur en philosophie politique et observateur de la scène internationale et que avais écrit Les Chroniques de l'impérialisme et la fable du libéralisme qui sauve le monde chez Delga. Et plus récemment, tu as sorti donc début 2025 chez Delga également L'Odyssée chinoise de Mao Zedong à Xi Jinping. Mhm. Alors, pour démarrer, est-ce que tu peux nous redire pourquoi l'Iran est depuis longtemps l'ennemi principal des États-Unis et d'Israël au Moyen-Orient? Alors en fait, il est clair que depuis la révolution islamique de 1979, qui a été vécue quand même par les États-Unis sur le mode traumatique, hein, il n'y a pas eu seulement la prise en otage d'un certain nombre de gens à l'ambassade des États-Unis, il y a le fait que sur le plan géopolitique, l'effondrement de l'Iran du Shah a marqué un net recul de l'influence américaine dans la région. Bon. Et donc, il y a un vieux contentieux, je dirais, américano-iranien depuis cet événement marquant, hein, de la fin du siècle dernier. Le deuxième élément important, à mon avis, c'est que l'Iran, pour des raisons qui sont historiques, politiques et idéologiques, a pris en quelque sorte la direction d'une vaste coalition d'États et de mouvements qui affirment leur hostilité à l'égard de l'usurpateur sioniste et ont constitué ce qu'ils appellent eux-mêmes l'axe de la résistance, dans lequel on retrouve évidemment le Hezbollah libanais, les Houthis du Yémen, la Syrie de Bachar al-Assad à l'époque, et puis un certain nombre de forces qui sont également influentes en Irak. Et naturellement, la perspective d'un conflit entre les États-Unis d'une part, et Israël bien sûr, et l'Iran d'autre part, c'est une perspective qui est inscrite un petit peu comme ça en filigrane depuis très longtemps parce que depuis au moins une vingtaine d'années, il y a un projet israélo-américain d'en découdre avec l'Iran pour affaiblir ce qui constitue à l'évidence la base arrière de toutes les forces hostiles à l'hégémonisme américain-israélien dans la région. Et évidemment, qui dit en découdre, dit à un moment donné un affrontement militaire. Alors qui paraissait assez hypothétique dans la mesure où l'Iran est un pays immense, très montagneux, de 90 millions d'habitants, qui a quand même un certain niveau de développement. On imaginait mal donc une opération analogue à celle que les États-Unis ont engagée en Afghanistan ou en Irak. Bon. Il y a une pression constante exercée sur l'Iran par l'impérialisme états-unien à travers les sanctions économiques et financières qui pèsent très lourd quand même, je dirais, à l'encontre de dynamisme économique iranien. Et puis, il y a bien sûr cette hostilité permanente avec Israël. La guerre, qui est plus une bataille qu'une guerre d'ailleurs, hein, la bataille de 12 jours qui s'est déroulée donc à distance entre Israéliens et Américains d'un côté et Iraniens de l'autre, est un peu l'aboutissement de cette tension qui n'a cessé de monter depuis une bonne vingtaine d'années en réalité. Moi, je me souviens que j'avais fait une conférence débat à l'Université de La Réunion il y a 20 ans, en 2005, où j'expliquais que la guerre avec l'Iran serait sans doute un jour déclenchée par Israéliens et Américains. C'est le cas.
Cette guerre, qui est en fait une courte bataille, a été effectivement assez brève. Et ça, c'est très intéressant à analyser parce que, évidemment, on doit se poser la question de savoir pourquoi. Israéliens et Américains avaient placé la barre très haut. Rappelons-nous que Trump avait parlé de capitulation inconditionnelle de l'Iran, de destruction totale de son programme nucléaire accusé d'être militaire alors qu'il n'est que civil. Et il avait été aussi question, clairement, d'un changement de régime, assorti même le cas échéant de l'élimination physique du guide suprême, Ali Khamenei. Bon. Il n'y a eu ni élimination du guide suprême, qui a pris ses précautions, ni régime change, voilà, ce qu'on appelle le régime iranien, parce que dans les médias occidentaux, on parle toujours de régime à propos des États qu'on n'aime pas et de gouvernement à propos des États qui sont dans la ligne. Donc en réalité, le gouvernement iranien est toujours en place, même si certains de ses membres ont été assassinés à distance. Euh, et il n'y a pas eu effondrement de l'Iran, ni sur le plan économique, ni sur le plan stratégique. Quant aux installations nucléaires, le renseignement américain lui-même a confessé qu'il pensait qu'elles n'étaient pas totalement détruites et que les Iraniens avaient pris quelques précautions, notamment concernant des produits de haute technologie, uranium enrichi et autres, qui sont à l'abri quelque part à des dizaines de mètres de profondeur. Ce qui fait que même les bombes de 14 tonnes lancées par les Américains n'ont probablement pas atteint ces produits ou les installations qui les accueillent. Donc si on fait une espèce de bilan assez objectif de cette bataille de 12 jours, en réalité, ce qu'on voit, c'est qu'il a été mis un terme très rapidement, tout simplement, et ça, des sources concordantes l'attestent aujourd'hui, parce qu'Israël était à court de munitions. C'est-à-dire qu'en réalité, la puissance balistique iranienne, avec alors plusieurs dizaines de types de missiles, hein, c'est ça en fait le dispositif, a en quelque sorte saturé, complètement débordé le système de défense multicouche mis en place à grands frais par Israël et son protecteur américain depuis des années. Ça, c'est sur le plan plus purement militaro-stratégique quelque chose de très important. Parce que ça veut dire que ce que certains analystes, dont je fais partie, évoquaient en disant, voilà, l'Iran a aujourd'hui sans doute une capacité de dissuasion balistique qui n'est pas négligeable, c'est avéré, exact, c'est-à-dire qu'effectivement, beaucoup de missiles, une cinquantaine d'après certains experts, ont touché leur cible sur le sol israélien, causant des dégâts importants. Certains économistes parlent de dégâts qui sont estimés entre 5 et 10 milliards de dollars à des infrastructures militaires et des infrastructures civiles. Bon, avec un nombre de morts civils extrêmement faible côté israélien, il a été plus important côté iranien parce que Israéliens et Américains ont tapé un peu comme ça au hasard, Oui, il y a sans eu se près de préoccuper. 1000 morts côté iranien, je Voilà, crois, un et millier de morts à peu près, une trentaine. d'après les Iraniens. Voilà. Donc, sur le plan du bilan humain, il est évidemment disproportionné, mais ce qu'il faut voir, c'est que la bataille s'est achevée rapidement parce qu'en réalité, les Israéliens n'ont pas les moyens de contrer efficacement le déluge de missiles qui s'est abattu sur le sol, hein, de cette entité durant les 12 jours. Ça, c'est un fait que seule une propagande occidentale ou israélienne tenace tente d'occulter, mais qui est là. Hein, c'est un fait objectif. Alors évidemment, ça ne préjuge pas de l'avenir. Les uns et les autres vont sans doute prendre des mesures, des contre-mesures pour inverser en leur faveur le rapport de force. Mais on peut dire que sur le plan stratégique, le plan américano-israélien, parce que naturellement, on ne peut pas concevoir un seul instant que les Israéliens engagé cet affrontement à distance avec les Iraniens sans l'aval préalable des Américains. Bon. Les uns et les autres vont évidemment prendre des mesures, mais ce qu'il faut voir, c'est que il y a quand même un événement qui est un peu, fait partie un peu de ces événements charnières hein, qui provoquent un mouvement de bascule, c'est celui-là. L'Iran aujourd'hui est le seul État de la région qui a été capable de bombarder de manière massive le sol de l'État d'Israël sans que l'État d'Israël ait trouvé le moyen d'inverser en sa faveur le rapport de force par une surenchère militaire qui aurait porté ses fruits. Manifestement, on a arrêté les combats, d'un commun accord de part et d'autre, parce que d'abord, les Iraniens n'ont jamais voulu cette guerre. Donc, à partir du moment où les Israéliens cessaient de bombarder le sol iranien, ils n'avaient aucune raison de poursuivre indéfiniment la salve de missiles. Et côté israélien, on a arrêté les combats pour les raisons que j'ai exposées. Donc, c'est une espèce de statu quo qui s'est instauré, un cessez-le-feu qui n'est pas un cessez-le-feu, mais un arrêt des combats totalement informel, puisqu'il n'y a eu aucune négociation en réalité avant le cessez-le-feu. Et c'est ce qui fait aussi la fragilité
de cette situation, c'est-à-dire que ça peut repartir à tout moment en réalité, parce que les causes profondes de cet affrontement demeurent. Et ça, on ne s'en débarrassera pas de sitôt, quel que soit le point de vue adopté d'ailleurs. Voilà ce qu'on peut dire, au moins sur le plan militaire, stratégique et géopolitique de cette bataille, qui est une bataille sans précédent, parce que c'est la première fois, encore une fois, qu'un État de la région est capable de truffer le sol israélien de projectiles que le dispositif multicouche israélien n'a pas réussi à arrêter, en tout cas pas suffisamment. Pour revenir un peu sur les causes dont tu parlais et revenir un peu en arrière, qu'est-ce que tu peux nous dire des conséquences de la chute de Bachar al-Assad en Syrie? Et est-ce que c'est une cause assez directe de cette attaque israélienne le 13 juin? À mon avis, il y a un lien direct entre Et, cette oui, victoire. et également ce qui se passe à Gaza, évidemment. Tout à fait. Il y a un lien direct entre la guerre qui se poursuit à Gaza, la chute de Bachar al-Assad en Syrie et l'offensive israélo-américaine contre l'Iran. Alors, quel est le lien entre la chute de l'ancien gouvernement syrien et la guerre contre l'Iran? Tout simplement parce que la Syrie de Bachar al-Assad était l'allié de l'Iran, l'allié et le protecteur aussi d'une certaine façon du Hezbollah libanais, et que avec la perte de ce maillon essentiel de la chaîne de la résistance dans la région, c'est évidemment une défaite pour l'axe de la résistance et une victoire clairement pour l'axe américano-israélien. Donc c'est profitant de cet effet d'aubaine que constitue la chute du régime de Bachar al-Assad que les Israéliens et les Américains ont décidé de passer à la vitesse supérieure dans leur affrontement stratégique, je dirais, de très longue haleine avec l'Iran. Donc il y a eu un changement d'échelle et on a franchi une ligne rouge qui est celle de l'attaque aérienne directe, massive contre l'Iran, avec les conséquences dont nous avons parlé. Donc les deux sont liés. C'est d'autant plus lié d'ailleurs que quand on voit l'évolution en Syrie, on s'aperçoit, et c'est tout récent, que le nouveau maître de Damas, Al-Joulani, rebaptisé Al-Shara, qui est en fait l'ancien numéro 2 d'Al-Qaïda, lequel s'est réjoui de l'attentat du Bataclan en France, on le sait, et lequel a été accueilli amicalement par M. Macron à l'Élysée il n'y a pas longtemps, vient enfin d'obtenir de la part de Trump la levée des sanctions économiques et financières contre la Syrie. Donc, vous remplacez Al-Assad par Al-Qaïda et vous levez les sanctions économiques et financières. Je veux dire, la boucle est bouclée. CQFD, ceux qui croyaient, qui ne voulaient pas croire qu'en fait la nébuleuse terroriste djihadiste est au service de l'impérialisme américain et donc au service d'Israël, ont là, je crois, une leçon de choses qui leur éclate à la figure et qui dissipe tous les discours complètement débiles qui ont été tenus sur le sujet depuis très longtemps, sur le thème de la glorieuse révolution syrienne qui a abattu le méchant dictateur, etc. En fait, c'est une victoire stratégique, il faut clairement le dire, dans l'organisation, dans la configuration géopolitique et celle du Moyen-Orient en faveur d'Israël. Le plus beau cadeau que Al-Qaïda, sans doute, a fait à Israël et à son protecteur américain depuis très longtemps, bien sûr. Ça montre aussi toutes les contradictions de ceux qui soutiennent la Palestine à raison face au génocide et qui se sont félicités de la chute d'Al-Assad en Syrie. C'est ça. En fait, ils se sont félicités de la chute du seul État arabe qui a tenu bon pendant très longtemps, sous la férule quelque peu autoritaire, c'est vrai, de la famille Assad, mais enfin qui a tenu tête pendant très longtemps à Israël. Jamais le régime bassiste n'aurait accepté l'occupation du Golan, jamais il n'aurait accepté de pactiser avec Israël, jamais il n'a fait la moindre concession aux Israéliens, même si il y avait un état de non-belligérance, en fait, de fait, côté syrien en tout cas, depuis de nombreuses années, tout simplement parce que la Syrie ne voulait pas et ne pouvait pas se livrer à une nouvelle guerre contre Israël, sachant que la Syrie, quand même, a affronté courageusement Israël sur le champ de bataille, on s'en souvient, en 1967, en 1973 et en 1982, voire même, disent certains, via le Hezbollah, en 2006. Je rappelle que Hassan Nasrallah, le défunt leader du Hezbollah, avait rendu hommage à la Syrie de Bachar al-Assad après la victoire de 2006 en disant c'est quand même avec des armes qui nous viennent de Syrie qu'on a repoussé l'envahisseur sioniste. Donc là, il y a effectivement un réalignement de la Syrie qui est fortement dommageable, en effet, pour l'axe de la résistance. Et c'est la cause, en fait, conjoncturelle, mais néanmoins efficace, de l'offensive israélo-américaine contre l'Iran, qui, sans
je dirais, cet effet d'aubaine n'aurait peut-être pas eu lieu ou pas exactement de cette façon. Enfin, il y avait une forme quand même d'arrogance et de confiance en soi de la part aussi bien de Netanyahou que de Trump lorsqu'ils ont lancé leur attaque contre l'Iran, qu'on ne peut que constater le contraste avec la déconfiture finale, c'est-à-dire on a présenté comme une victoire un cessez-le-feu qui en réalité était un arrêt des combats dicté par la mauvaise surprise de cette capacité balistique iranienne qu'on avait sous-estimée. D'ailleurs, je crois que le directeur du Shin Bet, il y a une vidéo qui circule ça et là, a lui-même reconnu que manifestement Israël avait sous-estimé les capacités de riposte de la République islamique d'Iran. Est-ce que du coup, cette attaque, elle est au-delà de la situation en Syrie? Est-ce que c'est pas aussi lié à la situation juridique de Netanyahou et également à un moyen de masquer le génocide en Palestine? Oui, bien Ça sûr, continue. tout à fait. Enfin, bon, sur la situation juridico-politique de Netanyahou, tout le monde le dit, tout le monde le sait. Je veux dire, bien sûr, même si ce n'est qu'une cause, je dirais, adjacente. Ce n'est pas la cause principale, évidemment. Mais il y a une contradiction, effectivement, au sein de la société israélienne, du système politique israélien, entre la démarche belliciste démentielle de Netanyahou et puis d'autres forces, d'autres tendances qui voudraient peut-être que tout cela s'arrête. Et on voit bien, d'ailleurs, comme ça a été le cas récemment, qu'il y a, y compris dans la rue à Tel Aviv, des gens qui en ont ras-le-bol de cette situation. La guerre de Gaza, elle, évidemment, elle se situe sur un autre plan parce qu'elle est indépendante, à mon avis, de la personnalité et des difficultés judiciaires ou autres de Netanyahou. Tout simplement parce que le projet sioniste, qui est un projet de prédation coloniale, n'est pas le fait de Netanyahou. Il préexistait à Netanyahou, même si le père de Netanyahou était le secrétaire de Vladimir Jabotinsky, de l'aile révisionniste fasciste, en réalité, du sionisme depuis en fait quasiment le début du XXe siècle. On voit bien que, quels que soient les dirigeants d'Israël, quelles que soient les nuances qui peuvent les opposer, divergences qu'ils peuvent avoir, le projet se caractérise par une remarquable continuité dans son exécution. Il s'agit de grignoter petit à petit la quasi-totalité de cette terre de Palestine dont une idéologie religieuse matinée de considération apocalyptique considère qu'elle appartient de droit divin au peuple d'Israël, etc. Bon. Ne nous laissons pas aveugler d'ailleurs à ce sujet, je fais une remarque en passant, par cette espèce d'exagération volontaire chez certains commentateurs de la dimension idéologique, voire apocalyptique du discours sioniste. Bien sûr que tout rapport de force politique ou géopolitique a tendance à s'habiller, à revêtir les oripeaux de principes religieux, de principes éthiques, pourquoi pas de principes philosophiques tant qu'on y est, mais ce ne sont pas ces principes qui sont à l'œuvre en fait dans les tendances lourdes. La tendance lourde, en fait, c'est tout simplement que le sionisme est un projet colonial qui a puisé son inspiration et sa pseudo-légitimité à des sources multiples, laïques ou non laïques, religieuses ou non religieuses, qui s'est même d'ailleurs prévalu de cette horreur qu'a été le génocide perpétré par les nazis contre les populations juives européennes pour justifier une nouvelle spoliation, celle du peuple palestinien, au profit des immigrants juifs. Donc, la réalité, en fait, c'est la tendance lourde, c'est le projet colonial sioniste qui n'est qu'un avatar, une sorte d'excroissance parasitaire du colonialisme européen lui-même. Le regretté Samir Amin, qui m'a fait l'honneur de préfacer mon livre Chronique de l'impérialisme en 2017, disait finalement le sionisme, il est né de la transformation d'un mouvement dissident du mouvement ouvrier européen, ce qui est une analyse assez percutante, c'est-à-dire qu'en réalité, dans le contexte qui est celui de la classe ouvrière européenne dans les années 1910, 1920, 1930, il y a comme ça une tendance dissidente qui s'est exprimée auprès des populations juives qui étaient dans le mouvement ouvrier, et ça a donné Ben Gurion, l'agence juive, le travaillisme israélien, etc. Enfin, pas oublier quand même, de nombreux chefs de guerre d'Israël étaient des travaillistes. Yigal Allon, Yitzhak Rabin, Moshe Dayan, etc. Donc, voilà, c'est ça la tendance lourde, et elle est relayée depuis 1967, en réalité, par l'impérialisme américain qui a trouvé en Israël un allié, un exécutant hors pair,
pour mater les États arabes qui, eux, s'inscrivaient dans la perspective d'un développement suivant la voie socialiste pour certains. C'était le cas de la Syrie bassiste pendant assez longtemps, au moins jusqu'au coup d'État d'Assad en 1977, ou de l'Égypte nassérienne. Donc il y a eu cette contradiction flagrante entre des États arabes animés par un socialisme panarabe laïque et l'État d'Israël, alors opérant son tournant droitier, avec Begin notamment dans les années 80, avec le soutien massif d'une superpuissance américaine qui trouvait évidemment en Israël un allié de poids, d'autant plus aisément qu'entre les élites américaines et israéliennes, l'osmose n'a cessé en réalité de s'approfondir. Et un personnage comme Netanyahou lui-même, d'ailleurs, quand il va aux États-Unis, il est chez lui. Mm. Il a une standing ovation au Congrès américain, seuls quelques députés du Black Caucus le boycottent, mais sinon, il est chez lui. En Ok. réalité, Israël, c'est l'Amérique, et l'Amérique, c'est Israël. Enfin, c'est la fameuse métaphore du chien qui remue la queue ou de la queue qui remue le chien. En réalité, le chien remue la queue et la queue remue le chien, et souvent en même temps. Alors parfois, pas au même rythme, et ça donne effectivement les petites divergences tactiques qui peuvent exister entre Netanyahou et Trump. Mais sur le fond, ils sont d'accord. Mm. Et ils l'ont été plus que jamais, on l'a vu, pour attaquer l'Iran. Et du coup, de ce point de vue-là, si on revient un peu sur la question du nucléaire iranien, qui était un peu le prétexte pour Israël pour attaquer l'Iran, tu disais tout à l'heure que les États-Unis étaient forcément informés de l'attaque israélienne. Certaines personnes ou certains analystes déclarent que Israël a attaqué de son côté, que ça a surpris les Américains. Et est-ce que ça veut dire que les négociations sur le nucléaire entre les États-Unis et l'Iran étaient en fait de fausses négociations et que les États-Unis n'avaient pas du tout envie de négocier au final? C'est la conclusion logique des deux Mhm. prémices suivantes. Un, Israël n'aurait jamais pu mener une attaque massive comme il l'a fait contre les installations nucléaires, et pas seulement nucléaires d'ailleurs, de l'Iran, sans l'appui, c'est-à-dire en réalité la connivence et en fait l'approbation des États-Unis. D'abord parce que le matériel utilisé par les Israéliens est américain, donc tout ce qui est maintenance relève en réalité d'entreprises américaines. Ensuite, tous les systèmes d'observation satellitaire et autres sont américains, ils ne sont pas israéliens. Et naturellement, on n'imagine pas que Israël, dans ces conditions, ait décidé, contre l'avis des Américains, d'engager pour la première fois dans l'histoire une opération militaire massive contre la République islamique d'Iran. Ça n'a pas de sens. Ceux qui croient ça, à mon avis, vivent sur une autre planète. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ma foi, on voit bien que lorsque l'opération a été menée, Netanyahou a remercié Trump, Trump a félicité Netanyahou, ils passent leur temps à se congratuler mutuellement. Enfin, pour des gens qui ne sont pas d'accord, quand même, je trouve qu'ils passent beaucoup de temps à se passer de la crème. Ça paraît quand même assez invraisemblable, cette thèse d'Israël ayant en quelque sorte forcé la main, tordu le bras des Américains. J'y crois pas beaucoup. Maintenant, il y a pu avoir quelques divergences d'appréciation sur le moment ou sur la manière. Ça, c'est possible. Mais ça, je dirais même dans une armée en campagne, il peut y avoir divergence d'opinion entre des maréchaux, des généraux, des commandants de corps d'armée sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Moi, je constate simplement que ce soit le chien qui remue la queue ou la queue qui remue le chien, en réalité, l'osmose entre les groupes dirigeants américains et israéliens étant ce qu'elle est, il y a bien eu un plan concerté d'attaque contre l'Iran. C'est bien ce qui s'est passé. Et si ça s'est plutôt mal terminé pour Israël, c'est pas du tout parce que Trump, le pacifiste, a voulu mettre fin à la guerre, comme s'il avait sifflé la fin de la récréation, c'est parce que il n'y avait plus de munitions côté israélien. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que c'est le même scénario qui se produit avec l'Ukraine depuis 2 jours, puisque les États-Unis ont décidé d'interrompre la livraison d'un certain nombre de munitions auprès de l'Ukraine, tout simplement parce que, et là, c'est passionnant à analyser, les forces productives du capitalisme américain ne sont même pas capables de suivre la politique hégémonique que l'État américain s'obstine à vouloir mener sur la planète. C'est quand même extraordinaire, cette espèce de décalage entre le jusqu'au boutisme de l'impérialisme et puis son incapacité, en fait, tout simplement parce qu'il est structurellement incapable de suivre, à accompagner matériellement la réalisation du projet. Ça, c'est quand même passionnant. Oui, parce qu'on voit que là, très récemment, c'était hier ou avant-hier, Trump, comme tu le disais, a décidé d'arrêter d'envoyer des missiles à l'Ukraine. Et est-ce que c'est pas pour les donner à Israël, justement, ou pour que Israël puisse se réapprovisionner si besoin à court terme, quoi.
Oui, alors on ne va pas lire dans le marc de café, mais il est probable qu'il y a une contradiction, enfin c'est pas probable, c'est même certain qu'il y a une contradiction dans la manière dont les États-Unis doivent gérer leur propre complexe militaro-industriel, c'est que comme ils sont sur deux fronts, fortement consommateurs de matériel militaire, alors c'est très bon pour le complexe militaro-industriel, on a bien compris les intérêts de qui dans le capitalisme américain Trump servait en priorité, le complexe militaro-industriel et le lobby pro-israélien. Ceux qui n'ont pas compris ça, maintenant ils n'ont rien compris. Mais à l'intérieur même de cette connivence, cette espèce de coalition des forces qui poussent finalement à la guerre, il y a des contradictions. On ne peut pas servir indéfiniment en matériel, en livraison de matériel militaire, les belligérants sur les deux fronts indéfiniment. Enfin, on se heurte là aux limites en fait matérielles du système. Parlais de Trump, le pacifiste, entre guillemets. Enfin, c'est ce que pensent d'ailleurs de nombreux souverainistes de droite en France, notamment. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je suis extrêmement frappé de voir que les souverainistes de droite, on ne va pas les nommer parce qu'on n'est pas là pour polémiquer, puis ils se reconnaîtront, euh, sont aujourd'hui un peu quand même aux abonnés absents. C'est-à-dire, on nous a quand même seriné pendant des mois. Alors, c'était surtout vrai avant la prise de fonction de Trump. Il y a eu dans la période, je dirais, de déliquescence effectivement assez effrayante de l'ex-présidence Biden, une espèce d'euphorie trumpiste dans alors, toute une série de milieux de droite qui même tangentaient parfois une certaine gauche souverainiste ça et là, ou des gens qui se disent ni droite de gauche, hein, ils se reconnaîtront, sur le thème de Trump va changer la donne. Vous voyez, il n'a pas eu les moyens pendant son premier mandat d'aller jusqu'au bout de la restauration de la grandeur de l'Amérique et ce qui devait passer à leurs yeux par une sorte d'isolationnisme bontain aboutissant à une pacification des relations internationales. Voilà ce qu'on nous a vendu. Et donc, avec son second mandat, il va y parvenir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Oui, mais on voit ce qu'on voit. Il a pris ses fonctions en janvier, on est en juillet. Il avait annoncé alors avec son style matamor inimitable, qu'il mettrait fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine comme ça en 24 heures. Je ne crois pas que la guerre ait pris fin. J'ai l'impression même qu'elle continue. D'ailleurs, avec l'un des deux belligérants alimenté par des armes américaines et des munitions américaines dont il semblerait que le stock ait fini par s'épuiser tellement on en a donné sous Trump. Et puis d'un autre côté, alors, la montée des périls, cette espèce d'exacerbation des conflits du Moyen-Orient, dans laquelle Trump a joué un rôle majeur. Enfin, Biden n'a jamais bombardé l'Iran. Je rappelle d'ailleurs que durant son premier mandat, Trump a été le seul à bombarder la Syrie. Alors, il l'avait fait de manière symbolique, nous a-t-on dit. Les turiféraires de Trump avaient dit oui, mais c'est du théâtre, c'est la société du spectacle. On convoque volontiers Guy Debord hein, pour nous expliquer qu'en fait, Trump, c'est du théâtre, du spectacle, etc. Mais enfin, quand vous lancez 70 missiles de croisière sur un pays, même si ça ne fait pas énormément de morts, c'est pas rien. C'est-à-dire, on franchit une ligne rouge quand même sur le plan géopolitique. C'est clair. Il avait franchi la ligne rouge contre la Syrie d'Assad à l'époque. Il l'a franchi clairement contre l'Iran. Donc, on ne vienne pas nous dire que Trump, c'est l'homme qui n'a jamais lancé de nouvelles guerres. Il vient de le faire, en fait. Et en plus, bien sûr, il alimente de manière totalement cynique la machine de guerre israélienne qui continue de massacrer les populations civiles palestiniennes à Gaza. Et on l'a vu encore tout récemment. Donc, le problème, c'est que quand les faits viennent invalider l'interprétation, ça ne sert à rien d'essayer de déformer les faits. C'est l'interprétation qu'il faut revoir. L'interprétation faite par une certaine nébuleuse souverainiste de droite en France notamment, mais pas seulement, à propos de Trump, elle est complètement fausse. On le disait à l'époque, on ne nous a pas cru. J'espère que maintenant, les faits sont d'une telle évidence qu'ils viennent nous donner raison. En réalité, Trump, il fait de l'impérialisme à sa façon. C'est la poursuite de l'impérialisme avec d'autres moyens, Trump. C'est pas la fin de l'impérialisme. C'est pas un isolationniste. Je récuse, moi, complètement l'analyse de la politique étrangère de Trump comme étant isolationniste. C'est un personnage qui est libertarien, enfin, c'est une sorte de néo-capitalisme, d'hypercapitalisme libertarien dans la gestion de la société américaine, ça c'est une chose, mais qui, sur le plan extérieur, incarne un néo-impérialisme qui fait la guerre, tente de la faire
effectivement d'une autre façon, avec d'autres moyens, mais qui fait bel et bien la guerre. Donc à partir du moment où il y a continuité du bellicisme américain, y compris avec d'autres moyens et peut-être des objectifs qui sont revus ça et là selon les théâtres d'opération et selon les moments, on peut parler d'une continuité. Je ne vois pas, moi, de différence substantielle entre Biden et Trump de ce point de vue-là. Et si on veut à tout prix voir une différence, j'ai même l'impression qu'elle n'est pas tellement à l'avantage de Trump du point de vue de la paix dans le monde et de la coopération pacifique entre les nations inspirée par la Charte des Nations Unies. Manifestement, on a eu avec l'attaque contre l'Iran une violation flagrante du droit international, comme jamais en réalité, à l'égard de l'Iran en tout cas. Après que Trump, on s'en souvient, en 2018, ait retiré les États-Unis de l'accord international signé en 2015 sur le nucléaire iranien. Donc Trump, il a marqué une double rupture avec l'Iran. Fin des négociations sur le nucléaire en 2018, bombardement en 2025. Sa contribution à l'aggravation des tensions dans tout le Moyen-Orient est quand même considérable. On nous parlait aussi du fait qu'il allait s'attaquer à ce qu'ils appellent l'État profond. Mais en fait, on voit que c'est la poursuite, comme tu disais, de l'impérialisme, qui s'appuie sur les industries de l'armement. Et du point de vue politique, on a aussi cette continuité dans le conflit contre la Chine, où il y avait déjà Bien Obama sûr, qui avait fait le pivot vers l'Asie. Et là, on voit que c'est l'objectif principal de Trump pour les années à venir. Ça a c'est commencé avec clair. la guerre commerciale et ça va se poursuivre sur le plan militaire avec Taïwan, etc. C'est ça. Alors, sur l'état profond, quand même, une petite explication, parce que c'est une expression très populaire, que certains récusent complètement. Ils disent, mais non, c'est n'importe quoi, c'est du complotisme, ça n'existe pas. Et en général, pour récuser l'existence du deep state, ils en donnent une définition qui est absurde. Bon. Moi, je m'en tiens à la définition de Peter Dale Scott, qui est un grand politologue américain, qui a expliqué dans des livres qui sont très rigoureux par la méthode, parce qu'il cite des sources, il confronte les sources. C'est quoi? C'est l'influence excessive exercée sur le système politique américain, c'est-à-dire la direction politique du pays, par un certain nombre de forces qui sont à l'intérieur de l'État ou aux marges de l'État, mais qui en contrôlent en réalité les orientations. Quel est ce magma de force? C'est le complexe militaro-industriel, dont parlait déjà, je crois, un président américain en 1959, et les agences de renseignement. Parce qu'il y a effectivement des connexions, plus que des connexions, peut-être une connivence entre les agences de renseignement, CIA, NSA et autres, et le complexe militaro-industriel qui travaillent quotidiennement ensemble. Des militaires, des espions et des industriels de l'armement qui sont ensemble constamment pour défendre ce qu'ils présentent comme les intérêts des États-Unis d'Amérique, mais surtout pour défendre leurs propres intérêts, soit sur le plan organisationnel, donc il y a une sorte d'intérêts bureaucratiques en fait qui sont à l'œuvre derrière ça. Ça me fait penser à ce que Marx disait quand il critiquait le système politique hegelien de la bureaucratie d'État dans le système politique prussien du 19e siècle. C'est-à-dire qu'il y a toujours un intérêt bureaucratique à défendre pour les systèmes bureaucratiques. Et puis, bien sûr, des intérêts purement matériels, pas seulement bureaucratiques, qui sont ceux des actionnaires de l'énorme machine industrielle qui produit des armes et des munitions aux États-Unis. Mhm. Alors, Trump lui-même, dans un élan de bienveillance extrême à l'égard de ce complexe militaire-industriel, a annoncé, on s'en souvient, un budget militaire américain qui dépasserait les 1000 milliards de dollars. Il a dit c'est un record historique et il était très fier. C'est-à-dire, en fait, voilà, l'état profond, c'est ça. Je ne vois pas en quoi la politique de Trump dessert l'état profond. En fait, elle le sert complètement. Alors, certains rajoutent à l'état profond le lobby pro-israélien et disent, mais en réalité, l'état profond, c'est le lobby pro-israélien. Moi, je nuancerais les choses. La politique des États-Unis en direction de l'Amérique latine, par exemple, n'a pas grand-chose à voir avec le lobby pro-israélien. Et pourtant, elle est dictée par l'État profond. Enfin, dans les années 1970, l'opération Condor n'a rien à voir avec le lobby pro-israélien. Or, ça a été quand même le massacre de toute la gauche latino-américaine par les agences de renseignement, la CIA, connectée, comme on le sait, avec les dictatures militaires de droite du sous-continent. Donc, il y a bien un État profond, Deep State. J'adhère volontiers à l'idée que cette notion recouvre une réalité, donc elle a une fonction heuristique et descriptive, en termes de sociologie politique qui n'est pas inintéressante. Et deuxième point, je ne vois pas effectivement en quoi Trump desservirait les intérêts de l'État profond. En Voilà. fait, cet état profond, en termes marxistes, c'est ce qu'on pourrait appeler
à la fois l'État bourgeois, donc en Oui, termes de bureaucratie bourgeoise, etc., au service du capitalisme, mais aussi le capital monopoliste d'État, le capitalisme monopoliste exactement. d'État, qui montre cette imbrication et comment cet État est au service des grands monopoles, notamment de l'armement. Après, le problème, c'est que cet état profond, donc on pourrait rapprocher un peu de ces conceptions marxistes-là, il est utilisé par des personnes qui, pour le coup, sont vraiment complotistes, et Oui, notamment des Trumpistes, pour dire nous, on va tout changer, cet état social, etc. Et en fait, on voit voilà, très c'est ça. bien qu'ils s'inscrivent totalement dans cet état capitaliste impérialiste, quoi. Oui, oui, les Trumpistes de droite confondent volontiers welfare state et deep state, hein. C'est-à-dire, C'est sous ça. la notion d'État, de state, ils mélangent tout et leur idéologie libertarienne à deux balles leur fait accroire et veulent nous faire accroire qu'en réalité, l'État, c'est mal, qu'il faut le laisser donc une totale liberté aux acteurs privés parce que c'est comme ça que ça fonctionne, alors même que l'État américain sous Trump est d'une violence extrême. Bon. Donc, là-dessus, il faut être clair. Moi, je pense que l'État profond peut être intégré dans une analyse marxiste du système politique impérialiste américain, dans la mesure où il y a une telle prévalence du complexe militaro-industriel dans le champ économique lui-même. C'est-à-dire, si on regarde les forces productives de l'économie américaine, le complexe militaro-industriel en constitue en quelque sorte la pointe acérée, le fer de lance mobilise les capitaux qui sont promis à la rentabilité maximale, en fait. Ça rapporte beaucoup plus d'investir dans le complexe militaro-industriel avec Trump à la Maison-Blanche que d'investir, je ne sais pas moi, dans les batteries électriques ou je ne sais quoi. Donc, cette puissance totalement démentielle du complexe militaro-industriel à l'intérieur du capitalisme américain en général, corrélée à la puissance tout aussi excessive, tout aussi démentielle des agences de renseignement dans le système bureaucratique de l'État américain fait que l'État américain lui-même est comme phagocyté, en réalité, par une structure qui est à la fois publique et privée, mais dans laquelle, évidemment, les intérêts privés dominent. On comprend bien que ce sont les actionnaires du complexe militaire industriel qui ont la main sur tout l'ensemble du système et non pas les bureaucrates de la CIA et de la NSA, qui sont en général de simples exécutants, sachant qu'il y a des systèmes de pantouflage, hein, je Oui, dirais, c'était imbriqué. ben, tout est imbriqué, évidemment. Tout ça étant lié, évidemment, également à l'hyperfinanciarisation de la société, de l'économie américaine, où, comme on le sait, en réalité, c'est la fraction purement financière du capitalisme qui domine tout le reste. Donc, je pense qu'il faut, c'est un bon sujet d'ailleurs à approfondir, mais si on ne fait pas cette analyse, on ne comprend rien à Trump. Trump, il représente une fraction du capitalisme américain qui n'est pas du tout hostile à l'État profond tel que nous venons de le définir. Il est hostile peut-être aux LGBT, au budget d'éducation et aux fonctionnaires civils, parce que c'est en fait les cibles qu'il a choisies, sans parler bon, des migrants et d'autres sujets sur lesquels il est en pointe. Et tout ça n'a rien à voir avec une prétendue lutte contre l'État profond. Quand il est critiqué par une partie de la presse ou par les démocrates, ça n'a rien à voir avec l'État profond. Il y a une espèce de- d'escroquerie intellectuelle chez certains commentateurs, finalement, qui reprennent le confusionnisme entretenu par les Trumpistes eux-mêmes aux États-Unis. Mais on ne comprendra pas Trump en reproduisant les mêmes erreurs d'analyse que font les Trumpistes sur eux-mêmes. Mm. On comprendra Trump en utilisant des outils d'analyse qui sont rationnels, qui n'ont pas grand-chose à voir avec la vision complètement idéologique des Trumpistes, qu'ils Mm. soient d'ailleurs aux États-Unis ou chez nous. Si on revient un peu au conflit donc Israël-Iran Ouais. qui s'est conclu récemment, provisoirement certainement, donc on a eu 12 jours d'affrontements assez intenses. On le disait tout à l'heure, donc à peu près 1000 morts civils côté iranien, mais aussi beaucoup de hauts dirigeants militaires Oui. et des scientifiques aussi, beaucoup, enfin, une quinzaine je crois. Aussi des morts civiles côté Israël, une trentaine je crois, et beaucoup de dégâts matériels apparemment. Oui. T'en as parlé un peu tout à l'heure, mais bon, chacun a proclamé sa victoire, que ce soit Netanyahou, Trump ou l'Iran de son côté. Quel est le vrai gagnant, selon toi, de cet affrontement? Est-ce que c'est un revers pour Washington et Tel Aviv? Moi, je pense qu'il y a un revers pour Washington et Tel Aviv dans la mesure où ils espéraient atteindre des objectifs qu'ils n'ont pas atteints. Mais il suffit d'ailleurs de comparer les objectifs proclamés et les résultats obtenus. Pas de renversement du gouvernement iranien,
pas de destruction attestée de l'ensemble des installations nucléaires civiles iraniennes, je ne parle pas du nucléaire militaire, qui est un fantasme en fait de la propagande occidentale, euh, pas de défaite tout simplement de la puissance militaire iranienne sur le champ de bataille. Donc, des objectifs qui n'ont pas été atteints côté israélo-américain et côté iranien, une capacité de riposte qu'on soupçonnait, mais pas à un tel niveau. C'est-à-dire qu'en réalité, Israéliens et Américains ne pensaient pas qu'une cinquantaine de missiles, d'après les sources que j'ai consultées, viendraient, sachant que les missiles ont plusieurs têtes, hein, perforer le sol de l'État d'Israël, détruisant des installations portuaires, des installations énergétiques, des bâtiments, des bases aériennes, etc. Ça, je pense que les Israéliens et les Américains ne l'avaient pas anticipé, et c'est ce qui explique l'issue rapide de cette bataille à laquelle Trump a mis fin, probablement en accord ou à la demande de Netanyahou. Mm. Et quelles sont les conséquences aussi plus largement dans la région et Alors, dans le cadre de l'affrontement entre l'OTAN et les BRICS, alors notamment est-ce qu'il y a eu un soutien de la Russie et de la Chine à l'Iran, et certaines personnes qui disaient qu'il n'y avait pas eu ce soutien-là, ou pas suffisamment apparemment. les conséquences, à mon avis, c'est, alors côté iranien, d'abord, bon, euh, la confirmation que le choix qui a été fait, qui est un choix stratégique, de se doter d'un arsenal balistique conséquent, était un bon choix. Oui, nous avons choisi la bonne formule face à la machine de guerre dévastatrice qui nous menaçait et qui a mis sa menace à exécution. Le résultat est là. Deuxièmement, la poursuite de l'enrichissement de l'uranium. Les Iraniens l'ont dit, c'est pas parce que vous nous bombardez qu'on va faire ce que vous nous demandez, on va poursuivre l'enrichissement de l'uranium. Donc, résultat zéro du point de vue israélo-américain. Troisièmement, alors une méfiance, je dirais, redoublée de Téhéran à l'égard de ces négociations qui n'en sont pas et de ces partenaires avec qui on négocie et qui vous poignardent dans le dos. Donc, je pense que ce qu'on a pu peut-être considérer comme une forme de naïveté de la part des Iraniens, c'est fini. Ils ne se feront pas attraper deux fois. Et puis, alors, très important, à mon avis, le resserrement des liens entre l'Iran, la Chine et la Russie. Alors, avec la Russie, les choses étaient quand même relativement claires depuis longtemps, puisque les relations entre les deux pays s'étaient en quelque sorte consolidées au cours des dernières années, avec une coopération économique, une coopération nature civile, une coopération militaire. Je rappelle qu'il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, des manœuvres navales conjointes ont eu lieu entre les flottes iraniennes, russes et chinoises dans le golfe d'Oman. Voilà. Le ministre iranien, le ministre des Affaires étrangères iranien est vite allé à Moscou dès d'ailleurs, je crois, la fin des hostilités, montre bien que les liens sont très forts. Et alors côté chinois, je rappelle que la Chine a signé un pacte, un traité de partenariat stratégique avec l'Iran, assorti d'une enveloppe d'investissement de 400 milliards de dollars dans les infrastructures pétrolières et gazières de l'Iran, lequel Iran fournit à la Chine une bonne partie de ses approvisionnements en hydrocarbures. Donc il y a un très fort partenariat économique, mais aussi militaire, puisque, encore une fois, la flotte chinoise était partie prenante des manœuvres conjointes dont j'ai parlé. Et enfin, cerise sur le gâteau, la rencontre des ministres de la Défense iraniens, chinois et russes en Chine tout récemment, alors poursuivi après avec la réunion de l'Organisation de coopération de Shanghai avec d'autres ministres, les 10 ministres des pays concernés, et la confirmation, alors qui semble être fondée sur des faits, de la vente par la Chine à l'Iran de 40 avions J-10C, qui sont des avions extrêmement performants, qui auraient contribué, selon certains experts d'ailleurs, à la victoire du Pakistan contre l'Inde lors de la dernière petite guerre qui a opposé ces deux pays. Donc ça, c'est quand même intéressant, parce que les Iraniens penchaient plutôt, si j'ai bien compris, en faveur du Sukhoi 35, il semblerait qu'ils soient prêts à acheter les avions chinois. Bon, ça montre, en tout cas,
l'importance de cette relation triangulaire. La Chine et la Russie ont des relations qui sont au beau fixe, tout le monde le sait, et donc l'approfondissement des relations avec l'Iran. Ce qui montre tout simplement que cette guerre, elle aura eu pour effet, une fois de plus, de consolider cette espèce de réalignement géopolitique qu'implique le développement des BRICS avec cette alternative que constitue cette organisation respectueuse des souverainetés nationales des pays membres à l'hégémonisme occidental. Plus les Américains et leurs alliés ou protégés ou bref Vassaux. s'en prendront voilà, à l'un des membres de cette vaste coalition, plus cette vaste coalition apparaîtra comme une alternative crédible par les liens qu'elle est capable de traiter, de créer entre ses membres pour faire face tout simplement à l'agressivité d'un monde occidental sur le déclin. Ça, c'est quand même dans la logique des choses. Encore une fois, le déplacement progressif des forces productives mondiales de l'ouest vers l'est et du nord vers le sud s'accentue à la faveur des conflagrations géopolitiques qu'un monde occidental sur le déclin ne cesse lui-même de provoquer, finalement, à ses propres dépens. Parce qu'en réalité, plus il fait de la surenchère, plus il tombe dans cette agressivité, y compris jusqu'à l'attaque militaire contre certains pays, plus la majorité mondiale, la majorité des peuples du monde auront envie de s'organiser de manière à ne pas dépendre de ces gens qui ne sont pas fiables, qui ne pensent qu'à faire la guerre. Enfin, s'il y a un État qui ne prospère depuis sa fondation que sur la guerre, c'est bien l'État d'Israël. Et si on regarde l'histoire des États-Unis, c'est à peu près la même chose. Israël, c'est les États-Unis en miniature, une puissance belliciste qui n'assoit sa suprématie chancelante que sur les guerres qu'elle ne cesse de provoquer et aussi de perdre. Parce que c'est ça le paradoxe, c'est que ces guerres, ils finissent par les perdre. Oui, on voit que le fossé se creuse de plus en plus entre les BRICS et les pays occidentaux. Et d'ailleurs, les principaux pays de l'Union européenne, ils n'ont pas du tout condamné l'agression d'Israël contre l'Iran, alors qu'ils se gargarisent en permanence de droit international. Et là, on voit la vraie nature des choses, quoi. L'Union européenne s'est complètement larbinisée elle-même. Hein, c'est même pas qu'on l'a larbinisée, elle s'est auto-larbinisée au service d'une superpuissance belliqueuse, les États-Unis, elle-même alignée sur l'agenda géopolitique d'un micro-État guerrier colonial qui ne prospère que sur la guerre, que grâce à la guerre. Enfin, croit-il, parce qu'il y a un moment où, à mon avis, où le retour de manivelle se produira et sera sévère. Et ça, c'est terrible que l'Union européenne soit devenue ce qu'elle est sur le plan géopolitique, alors même qu'elle est un géant économique, elle est sur le plan géopolitique une espèce de, de, de sous-puissance ancillaire, constamment finalement alignée sur les intérêts américains ou israéliens, lesquels intérêts ne sont pas les siens en réalité. C'est ça qui est terrible. Mais ceux probablement d'une partie de ces élites, cette Union européenne, qui considère que on est de toute façon dans le camp du bien, du côté des dirigeants américains et israéliens. Enfin, quand le chancelier allemand Merz ose dire que heureusement qu'Israël fait le sale boulot pour nous, mais c'est consternant de bêtises et de cynisme en même temps. D'abord, c'est avalisé qui fait un sale boulot, effectivement, une violation flagrante du droit international, sans parler des droits humains, violés alors de manière systématique et odieuse à Gaza. Et une puissance européenne comme l'Allemagne, membre de l'Union européenne, membre de l'ONU, ose dire que heureusement qu'Israël fait le sale boulot. Enfin, l'avilissement moral, la déchéance sur le plan éthique des dirigeants occidentaux atteint aujourd'hui les bas-fonds, quoi, les bas-fonds des poubelles de l'histoire dans lesquelles tous ces gens finiront. Avec toute la dimension raciste contre les Asiatiques, les musulmans, etc., qu'il y a derrière, Exactement. quoi, les colonialistes. Rappelons-nous la métaphore célèbre du jardin entouré de la jungle, comme quoi, voilà, nous on est dans le jardin et puis il y a des babouins autour dans la jungle. Enfin, le monde occidental sombre dans la folie qui n'est sans doute que l'expression inconsciente de son déclin, de sa déliquescence interne, en fait.
Et c'est ça qui est très préoccupant. C'est très préoccupant parce qu'ils ont encore, les dirigeants occidentaux, une capacité de nuisance très forte. Mhm. Et pour conclure, bah, justement, par rapport à ça, on voit qu'il y a eu le sommet de l'OTAN récemment où Trump a exigé des membres de l'OTAN qu'ils augmentent leur budget à 5% du PIB, ce qui est énorme. On n'était même pas à 2%, je crois, il y a encore quelques années, quelques mois. Et là, c'est 5%, quoi. Donc, avec toutes les conséquences qu'il y aura sur la santé, les hôpitaux, les services sociaux, les services publics, etc. Oui, en même temps, c'est le deuxième mythe trumpiste qui s'effondre. Le premier mythe, c'était Trump, isolationniste bontin qui ne veut déclencher aucune guerre et qui va pacifier les relations internationales à coup comme ça de deal. Bon, ça s'est complètement effondré dans l'horreur de Gaza et l'absurdité de la guerre contre l'Iran. Donc, fermez le banc. Même les souverainistes de droite, je crois, n'y croient plus. Euh, le deuxième mythe, c'est le mythe de la scission entre l'Europe et les États-Unis, auquel on a cherché duquel on a cherché à nous persuader pendant plusieurs mois, en nous expliquant que oui, culturellement, il y a un fossé maintenant entre certains dirigeants européens l'ont dit, entre Trump et nous, il faut combattre Trump. Oui, mais en réalité, il n'y en a pas, puisque quand Trump somme les pays européens d'augmenter leur budget militaire à 5% du PIB, ils le font, sauf l'Espagne. Mm. Bravo, bravo. Et d'ailleurs, Trump a menacé l'Espagne. Il a menacé de ruiner l'économie espagnole, ce qui est extrêmement grave quand on y pense. Parce que ce pays, il a le droit de ne pas consacrer 5% de son budget militaire à l'armement et de préférer le consacrer à l'éducation, à la santé. Non, non, Trump va décider pour lui ce qu'il doit faire et il le menace s'il ne s'exécute pas. Ce qui montre bien l'impérialisme brutal dont Trump est l'incarnation, en fait. Et la Et, fascisation de la et- situation à l'échelle nationale et internationale. exactement. Et la servilité dont font preuve la plupart des dirigeants européens. Enfin, que la France ait osé dire le jour même où l'aviation israélienne frappait l'Iran, qu'Israël avait le droit de se défendre. On a le droit de se défendre en attaquant un pays qui ne vous a pas attaqué. C'est ça la nouvelle norme du droit international. Quand les Chinois disent nous, le droit international, les relations internationales régies par des règles chères aux Occidentaux, on n'y croit pas trop. Hein. L'expérience nous a montré que c'était pas très, ça valait pas grand-chose. Nous, on veut simplement revenir au droit international. On veut que la Charte des Nations Unies soit appliquée par tous, partout et par tout le monde. Ils ont bien raison, parce qu'en fait, c'est tout ce qui nous reste. Le droit international, même s'il n'est pas parfait, c'est quand même la seule règle de droit, règle juridique, mutuellement acceptée, qui permettent d'introduire un peu de rationalité dans cette jungle de démons qu'est devenu le monde sous l'égide des Trump, des Netanyahou et autres. Alors même qu'Israël a la bombe nucléaire et pas l'Iran, quoi. Alors même qu'Israël, puissance nucléaire qui ne l'avoue pas, euh, accuse l'Iran de vouloir se doter d'une bombe dont les Iraniens ne veulent pas. Et alors même que l'AIEA elle-même dit, nous n'avons aucune preuve que les Iraniens sont en train de fabriquer une bombe. C'est ce que l'AIEA disait avant l'agression israélo-américaine. Et même, je crois, les Donc, services de renseignement américains et l'avaient même dit tout à également. fait que ce que Tulsi Gabbard, qui coordonne le renseignement aux États-Unis, avait dit, et elle a été désavouée par Trump. C'est-à-dire, tais-toi, c'est pas la peine de dire la vérité, c'est moi qui vais la dire parce que c'est ce qui m'arrange, la vérité. En fait. On est quand même confronté à ça, quoi, au mensonge permanent. C'est l'empire du mensonge, les États-Unis. Ça a toujours été ça. Ils ont toujours menti pour justifier leur turpitude. C'est quand même leur spécialité. Hein. Et avec Trump, ça ne change pas. Je ne vois pas de changement. Bon, ben, on verra dans les prochains mois comment tout cela évolue. Ben, merci en tout cas Bruno pour ces Merci à analyses, toi. toujours très intéressantes. Et ben, à bientôt, j'espère, pour d'autres émissions. À très bientôt. Bonne Merci journée. encore. Au revoir. Au revoir.